Recevoir un ancien député, ancien même président de parti, mais laissons ça de côté, c'est avant tout un philosophe, professeur de philosophie, et il va nous parler de l'identité de la France. Malheureusement, si on interroge un jeune bachelier, un jeune licencié ou même un jeune doctorant, serait-il capable de répondre à qu'est-ce que la France? Il répondrait des sornettes. On a entendu un politicard il y a quelque temps nous dire qu'il n'y avait pas de culture française. Dans le meilleur des cas, ils vous diront c'est la patrie des droits de l'homme. Alors que nos ancêtres, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, se sentaient les héritiers de la Grèce, et plus particulièrement de Troie. Ce qu'il faut voir, que la culture française a été assassinée sur la longue période, depuis, on pourrait dire, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, depuis la Révolution dite française, où on a substitué à des rapports charnels avec le transcendant l'abstraction. Ce n'est pas avec la trilogie liberté, égalité, fraternité qui peut s'appliquer à n'importe quel peuple, aussi bien des Allemands qu'à des Zoulous, à des Congolais, ou je ne sais pas trop quoi. Des idées abstraites qui représentent rien, sinon du vide. La culture française, elle est héritière, bien sûr, de nos trois mères patries, Jérusalem, Rome et Athènes. Cette conférence que vous allez faire doit vous inviter à revisiter votre culture. Et il faut savoir qu'une civilisation ne vit que par ceux qui la portent. Et malheureusement, notre monde moderne est incapable, ou ne sait plus hériter, l'a tué le père. Et tout ce qu'on est capable, c'est aujourd'hui de faire, comme disait Boris Vian, j'irai cracher sur vos tombes. Hein, on voit bien un certain personnage, allant en territoire hostile, dire qu'on aurait soi-disant commis des crimes contre l'humanité, lorsqu'il oublie que ses ancêtres politiques étaient les premiers à être des colonisateurs et à se montrer les disciples de Férigule. Mais je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher ami. Très bien. Bien, merci beaucoup, frère. Je veux donc vous parler de l'identité française. Je voudrais commencer par remémorer un point capital de la défense de notre identité. C'est le débat sur l'identité nationale qu'avait instauré Nicolas Sarkozy en 2005, 2006, 2007. Et il avait chargé un ministre qui d'ailleurs était peu de temps auparavant député socialiste. Il s'agissait d'Éric Besson. Il avait chargé ce ministre-là de promouvoir l'identité nationale. Très beau thème. Et ce ministre était allé à La Courneuve. Vous savez, La Courneuve, quelques années auparavant, Nicolas Sarkozy s'était également illustré par des propos assez incendiaires à La Courneuve. Et là, Éric Besson avait défini la France. Je me demande même si je ne devrais pas m'arrêter après sa définition, parce qu'elle suffit amplement à répondre à la question « Qu'est-ce que l'identité française ?» La France n'est ni un peuple, ni une langue, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n'y a qu'une France de métissage. C'était donc un ministre, paraît-il, de droite, paraît-il chargé de défendre l'identité nationale, qui avait eu cette curieuse définition. Ça me fait toujours penser, vous savez, à ce film que vous connaissez peut-être, ce vieux film qui est un des films phares de la culture française, précisément, qui est Hôtel du Nord, de Marcel Carné,
Warletti dit « Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» Eh bien là, moi, je la vois toujours, chaque fois que je lis ce texte, je le vois toujours déguisé en Marianne, et disant « Mais est-ce que j'ai une gueule de conglomérat ?» Franchement, la France, un conglomérat. Vraiment, quand on analyse cette définition, c'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse intellectuelle, c'est un aveu de faiblesse idéologique qui montre malheureusement quel est le rapport de force idéologique dans notre pays. Le ministre chargé de défendre l'identité nationale l'a fait non pas en écrivant cette identité avec un crayon, avec une plume, mais avec une gomme. Puisque systématiquement, sa définition, ce sont des négations. Il dit par exemple, la France, c'est pas une religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement, la France n'est pas catholique. Hein. N'allez pas surtout dire que la France a été catholique. Hein. C'est pas vrai, ça. Ce serait une erreur. Bon, la religion, donc, passe à la trappe. C'est pas une langue. Ce qui est quand même un petit peu étonnant, parce que, bon, la France a quand même un service international, avec notamment des instituts, avec des missions qui défendent la francophonie. Eh bien non, tout ça, gommé. La francophonie, ça compte plus, la France, c'est pas une langue. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste que le peuple. Non, c'est pas un peuple, ce sont des peuples. Alors là, on se dit, c'est curieux, M. Besson a dû confondre la France avec l'Autriche-Hongrie. Et en plus, on peut se dire, l'Autriche-Hongrie, ils ne voulaient pas tellement vivre ensemble. La preuve, d'ailleurs, ils sont partis chacun de leur côté. La France, manifestement, ce ne sont pas des peuples, c'est un peuple. Et on ne peut pas le réduire à vivre ensemble, parce que comme le faisait remarquer assez justement Finkielkraut, il y a deux façons de comprendre le vivre ensemble. Vivre ensemble, ça peut être vivre ensemble pour un couple, un homme et une femme qui se sont mariés, qui ont envie effectivement de bâtir une vie commune. Là, ils vivent vraiment ensemble. Et puis ça peut être aussi des voisins de palier. Ils vivent dans le même immeuble, ils n'ont absolument rien en commun, ils sont les uns à côté de les autres, c'est une autre façon de vivre ensemble qui est un peu moins sympathique. Et quand on regarde ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que notre société actuelle, elle correspond plutôt à cette forme-là de vivre ensemble. Notamment cette forme des banlieues qui explosent, parce que les gens ne se supportent plus, ne supportent plus la coexistence avec des gens avec lesquels ils ne partagent rien. Il y a un auteur que je vous conseille d'ailleurs, qui est Christophe Guilluy, qui a écrit un ouvrage qui malheureusement souligne bien cette fragilité de la société française actuelle. Ça s'appelle Fracture française, qui montre que précisément, eh bien, la France est en train de s'écarteler. Elle s'écartèle entre des blocs qui ne sentent plus leur commune appartenance à une même nation. Alors, pourquoi est-ce que ce ministre a cru bon devoir finalement tourner le dos à sa mission, qui est de défendre l'identité nationale? Pourquoi est-ce qu'il a dit le contraire? Bien, tout simplement parce que notre pays est en proie à une sorte de guerre civile intellectuelle entre deux camps. Et le ministre, eh ben, il s'est trompé de camp. La droite aurait dû théoriquement être du côté des identitaires, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a une identité française, que le fait d'être nationaux, ça fait que nous avons un bien commun national. Il y a les identitaires et puis il y a ceux qui préfèrent l'autre au même, en quelque sorte. Parce que tout ça, c'est cette question effectivement philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité, c'est ce qui se réfère à un concept, le même. Alors l'identité, ça peut être l'identité personnelle. C'est vrai que quelqu'un de sain, quelqu'un qui n'est pas malade mental en général, lorsqu'il se réveille le matin, il sait qu'il est le même que la veille au soir. Hein, les jours s'en vont, je demeure, comme disait le poète. Bon, Apollinaire. Mais on peut aussi penser qu'un peuple, c'est ça. Un peuple peut aussi penser que chaque fois qu'il se réveille, il est le même que la veille. Autrement dit, qu'il a un fond commun, qu'il entretient et qui constitue cette mutualité entre les mêmes qui participent à ce peuple. Alors, vous avez ceux qui, au contraire, pensent que le même est pratiquement un fantasme idéologique et que ce qui compte, c'est surtout l'autre. Alors, ça peut être sympathique comme idée, parce que c'est très chrétien, finalement, comme idée. Là, c'est une des fameuses idées chrétiennes devenues folles. Hein, c'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'on doit aimer l'autre. Mais lorsqu'on aime l'autre au prix de se détester soi-même, c'est plus chrétien du tout, là. Et c'est ce que j'appellerais non pas l'altruisme, mais l'autrisme. En face des identitaires, vous avez les autristes. C'est-à-dire les gens qui préfèrent toujours l'autre,
qui disent toujours l'autre est supérieur au même. Il faut absolument aider les étrangers. Il faut même penser qu'il ne faut pas s'attaquer du tout aux droits acquis par les étrangers. Le même, c'est finalement Dupont-Lajoie. C'est, vous savez, le national, avec toute cette pesanteur historique, tous ces prétendus droits, etc. Tandis que l'autre, l'étranger, c'est celui à qui il faut ouvrir la porte et à qui il faut bien sûr reconnaître sa différence comme une richesse qu'il nous apporte. Alors, je crois qu'on peut citer des exemples d'étrangers qui sont intéressants, notamment lorsque ils n'ont pas vraiment choisi leur identité. Je vais vous citer par exemple le cas de Ramayad. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ramayad, qui a un peu disparu, mais elle a été aussi ministre de Sarkozy, comme M. Besson, pour des raisons d'ailleurs identiques, c'est-à-dire la volonté de constituer un casting. C'est pas des ministres, c'était simplement des gens qui faisaient bien sur la photo, quoi. Donc un socialiste piqué au socialisme, c'était bien avec Besson. Une noire sénégalaise, c'était très bien aussi parce que ça faisait bien sur la photo. L'ennui, c'est qu'elle était vraiment sénégalaise, elle était franco-sénégalaise. Et que lorsqu'on l'a interrogée sur le fait de savoir si il y avait une guerre, par exemple, entre le Sénégal et la France, qu'est-ce qu'elle choisirait, à votre avis? Le Sénégal. Et elle était ministre française. Hein. Vous trouvez, c'est quand même un peu fort, quoi. Donc, dans ces exemples-là, vous voyez bien qu'il y a un véritable trouble sur l'identité, et qui montre d'ailleurs à quel point ce trouble a été perceptible lorsqu'on a débattu de la déchéance de la nationalité. Il y a des gens qui ont été capables de défendre l'idée qu'il était injuste de retirer sa nationalité française à quelqu'un possédant une autre nationalité et quelqu'un qui aurait trahi la France. C'est quand même un peu fort. On dit, ah non, surtout pas toucher les étrangers. Attendez, rendez compte, vous allez leur enlever une nationalité. Alors ces gens vont faire le djihad en Syrie, risquent de tuer des soldats français qui se trouvent là par hasard, et puis les voilà qui sont intouchables. Non, manifestement, le bon sens implique que la double nationalité doit être limitée, et que, bien évidemment, la déchéance de nationalité pour des traîtres qui ont une double nationalité doit être pratiquement immédiate, puisqu'ils ont choisi leur nationalité, et manifestement, ce n'était pas la nationalité française. J'ai eu une expérience, personnellement, dans ce domaine, une expérience que je tiens à vous narrer, qui concerne un député socialiste de Paris, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être de réputation, c'est Madame Sandrine Mazetier. Ah, c'est la mienne. Ah ben, je vous plains, chère madame, je vous plains. Alors nous étions donc en commission spéciale sur justement la nationalité. Et Madame Mazetier s'est lancée dans une tirade pour nous dire « Mais attendez, vous voulez absolument demander à un jeune étranger d'écrire une lettre pour demander à être français, mais vous vous rendez compte, c'est humiliant, c'est une souffrance pour lui. » Je vous jure, je répète ces mots. Je suis sorti dedans en me disant, c'est pas croyable que quelqu'un ait des idées pareilles. Bien sûr, c'est un honneur d'être français. La plupart d'entre nous, en général, dans nos familles, nous avons eu des prédécesseurs qui l'ont payé très cher, qui sont morts pour ça, tout ça. Donc, c'est quand même pas quelque chose sur quoi on plaisante. Et écrire une lettre, c'est la moindre des choses, me semblait-il. Donc, je passe dans la salle des 4 colonnes. Je suis interrogé par un journaliste. Et je raconte plus ou moins cet épisode, et je fais allusion au parti de l'étranger. Alors vous savez, le parti de l'étranger, c'est une vieille notion, mais c'est une notion qui, dans mon esprit, avait été utilisée à 2 reprises par Jacques Chirac, lorsqu'il avait présenté sa liste DIF en 1979, qui était une liste à l'époque, il a beaucoup évolué Chirac ensuite, à l'époque c'était une liste quand même très souverainiste, hein. Et donc il était effectivement un peu suspicieux par rapport aux centristes et donc au parti de l'étranger qui voulait gommer la France au profit de l'Europe. Et je pensais à ça. Puis alors, celui qui avait employé aussi cette expression, c'est bien sûr De Gaulle, qui pensait plutôt aux communistes. Ce qui n'était pas non plus complètement faux. Eh bien, vous savez ce qu'a pensé Mastier? Elle a pensé que, parce qu'elle est juive, ce que j'ignorais complètement, mais je l'ignorais totalement. Alors vraiment, en plus, c'est pas du tout le genre d'idée qui me vient à l'esprit. Et elle pensait donc que je reprenais une expression de l'affaire Dreyfus.
Oui, et par là même, eh bien, elle m'a traîné dans les tribunaux. Pour cette affaire, parti de l'étranger, c'est scandaleux. Vallès a dit que j'étais un membre du parti de l'étranger. Le Parti socialiste n'est pas le parti de l'étranger, c'est une insulte, etc. Pouf. Évidemment, bon, elle a été déboutée. Hein. Mais quand même, c'est pour vous dire à quel point ils ont cette idée en tête, si vous voulez, que l'étranger, c'est mieux que le national, parce que l'autre, c'est mieux que le même. C'est véritablement une position idéologique qui les amène, effectivement, à écrire, à dessiner l'identité de la France avec une gomme, c'est-à-dire en gommant tout ce qui fait la spécificité française. Alors, moi je veux rappeler un peu de bon sens sur cette question. Il y a, dans le fond, deux grandes formes de pensée, de philosophie, qui se sont rejointes pour défendre cette idée. Il y a d'abord eu en France une série de philosophes, Deleuze, Derrida, Foucault, etc., qui ont formé ce qu'on appelle le déconstructionnisme, qui ont passé leur temps à montrer que la plupart des idées, des valeurs qui comptaient dans notre société étaient des constructions mentales et finalement des fantasmes intellectuels. Parmi ces valeurs, prenons un exemple très simple, je vous parlais tout à l'heure de la continuité de l'individu, par exemple. Ce qui fait qu'un individu est sain, c'est qu'il est continu, qu'il est cohérent. Lorsque la personne se prend pour Napoléon le matin et pour Vercingétorix le soir, il y a un petit problème. Manifestement, il n'est pas très cohérent et il est plusieurs. Bon, on dira, ce monsieur est un fou. Oh, n'employez jamais ce terme. Lisez Foucault, vous verrez que les fous, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui ont d'autres normes. C'est une construction de l'esprit que de dire il y a des fous. De la même façon, aujourd'hui, on est arrivé à dire, mais attendez, le sexe, c'est une construction de l'esprit. Il n'y a pas de femmes et d'hommes. Il y a simplement des habitudes sociales qui font que les uns sont hommes et les autres femmes. D'ailleurs, si vous avez envie de changer, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà où on en est. La déconstruction, c'est ça, c'est vous déconstruire. Et bien sûr, comme principale victime de la déconstruction, vous avez les deux communautés naturelles auxquelles faisait allusion Jean-Paul II, c'est-à-dire la famille, communauté naturelle, puisque c'est grâce à elle que les hommes perpétuent leur existence. Et puis la communauté nationale, qui défend précisément la sécurité pour ces familles sur un certain territoire donné. Ces deux communautés naturelles, ce sont des constructions de l'esprit. Ni la famille, ni la nation n'ont la moindre pérennité. Il faut abandonner tout ça. Et ceux qui ne veulent pas l'abandonner, les partisans acharnés du meumisme en quelque sorte, eh bien, c'est très simple. Il faut absolument les vitrioler avec le mot qui tue. Ce sont des racistes. Parce que si vous dites « je préfère le même à l'autre », qu'est-ce que vous faites? Vous excluez. Et le fondement de l'exclusion, c'est le racisme. Alors le racisme, c'est une notion qui a permis à l'antiracisme de se développer, de glisser sémantiquement sur des tas de notions, où à chaque fois vous retrouvez la même idée, c'est « ah oui, mais attendez, l'autre est mieux que le même, donc si vous l'excluez, c'est que vraiment vous êtes un mauvais, vous, hein. Vous le même, là, vous êtes vraiment extrêmement condamnable. » Et alors là, on a inventé une notion qui est tout à fait intéressante, c'est la notion de phobie. La notion de phobie. La phobie, c'est une maladie mentale, hein, pour le coup. La phobie, c'est lorsque vous avez une peur panique, par exemple du vide, ou au contraire de la foule, ou des araignées, par exemple, etc. Peu importe. Maintenant, non, attendez, la phobie, c'est quoi? C'est par exemple la xénophobie. Moi, par rapport à Madame Bastier, j'ai sans doute été xénophobe. Ça peut être aussi l'islamophobie, qui est en train de prendre un gros développement en ce moment. Personne ne se rend compte qu'il n'y a aucun rapport entre le racisme, la xénophobie ou l'islamophobie. Et celui qui, souvent, a été récupéré par la gauche, mais a montré beaucoup de bon sens sur cette question-là, c'est Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a écrit deux ouvrages, enfin plutôt il a prononcé deux allocutions qui ont été reprises dans des ouvrages. Le premier est très célèbre, c'est Race et Histoire. C'est d'ailleurs en général la lecture privilégiée des antiracistes, parce que c'est dans cet ouvrage qu'il dénonce ce qu'on appelle l'ethnocentrisme.
C'est-à-dire le fait de préférer sa culture, son peuple, aux autres et de rejeter les autres dans la barbarie, par exemple. Hein. Je pense que c'est aussi lui qui dit celui qui dénonce le barbare est lui-même un barbare. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'était assez juste ce qu'il disait. Il ne faut pas être ethnocentrique, il faut aussi apprécier les autres cultures, essayer de comprendre leur cohérence et les respecter. Très bien. Mais quand il s'est rendu compte qu'on utilisait sa pensée pour justement développer une forme de totalitarisme qui est l'antiracisme, il a écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle cette fois-ci Race et culture, où il montre bien précisément que, attention, il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Lorsque quelqu'un est simplement fidèle, comme il dit, à ses valeurs, fidèle aux valeurs de son ethnie, de sa culture, de sa nation, il n'est pas raciste, il est simplement fidèle. Et même c'est bien pourquoi? Tout simplement parce que si on ne sauvegardait pas ces différences, eh bien on n'aurait plus rien du tout à offrir à l'autre. Parce que les rapports entre le même et l'autre ne sont pas des rapports d'antagonisme, ce sont des rapports de complémentarité. Et c'est bien qu'il y ait des différences. C'est bien qu'il y ait des différences, pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de différence, nous n'aurions plus rien à offrir. C'est la raison pour laquelle il faut absolument préserver les identités nationales. Il faut que la France demeure la France, qu'elle ne soit pas l'Allemagne, qu'elle ne soit pas la Papouasie, parce qu'effectivement, nous n'aurons intérêt à avoir des échanges avec les Allemands ou avec les Papous que si, effectivement, nous ne sommes pas tout à fait comme eux, sans les détester pour autant d'ailleurs, mais en étant simplement complémentaires et en pouvant leur offrir quelque chose. Donc, je crois que sur ces questions, il y a une seconde forme de pensée qui s'est développée, c'est moins philosophique, c'est plus de l'ordre affectif. C'est ce que Bruckner avait appelé, vous savez, le sanglot long de l'homme blanc. C'est-à-dire la théorie de la repentance. C'est la théorie de la repentance. C'est-à-dire le fait que, non seulement il faut préférer l'autre, mais même il faut se détester soi-même, parce qu'il faut se punir de ce qu'on a pu leur faire aux autres. C'est vraiment un sentiment qui domine, et qu'on retrouve assez souvent, lorsque on se dit, eh bien, les Blancs, les Européens, mon Dieu, rendez compte toutes ces guerres qu'ils ont faites. Cette épouvantable dernière guerre mondiale, avec ces massacres, avec le génocide juif, etc. Des choses horribles. Et ces gens-là, vraiment, ne valent rien. En plus, mais attendez, l'esclavage, c'est eux aussi. Et la colonisation, comme disait justement, comme disait frère Thierry il y a un instant, comme l'a répété Macron il y a quelque temps, vraiment la colonisation c'est un crime contre l'humanité. Non, c'est pas tout à fait un crime contre l'humanité. J'ai eu l'occasion aussi de me battre sur cette question et essayer de combattre la repentance, qui est une forme suicidaire de pensée pour notre pays, pour notre civilisation. En 2004, j'avais rédigé un amendement pour les rapatriés. Alors cet amendement portait sur l'article 4 et il disait tout simplement ceci, la recherche historique est parfaitement libre. En revanche, l'enseignement de l'histoire doit en particulier, ce qui voulait dire qu'il pouvait aussi dire autre chose, mais doit en particulier souligner le rôle positif de la France outre-mer et la place éminente des troupes issues de l'outre-mer dans la libération de notre pays. Donc c'était assez équilibré. Dans mon esprit, je me disais, ce texte doit servir à ce que, dans une même classe, lorsqu'il y a des enfants de pieds noirs, des enfants de métropolitains, des enfants de harkis et des enfants d'immigrés dont le père ou le grand-père a été FLN, ils doivent tous trouver leur compte, en quelque sorte. Bon. Ah bah ça s'est pas passé du tout comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'on a considéré que cet amendement était absolument criminel. De dire du bien de la colonisation, c'était une horreur, parce que moi, j'ai même pas employé le mot colonisation. Mais c'était la colonisation. Et alors, on l'a voté 4 fois, ce truc. Hein. On l'a voté 2 fois à l'Assemblée nationale, 1 fois au Sénat. Et une autre fois, on l'a revoté à l'Assemblée nationale sous la forme d'une motion présentée par les socialistes pour l'abroger. Ces 4 fois, ça a été voté avec une énorme majorité, parce que tout le monde trouvait ça tout à fait normal.
Eh bien, M. Chirac, emporté par son bon naturel de gauche, qu'on a découvert un peu tardivement, mais enfin, qui était bien vrai, a écouté sans doute les demandes de l'ambassade d'Algérie, et il a demandé au Conseil constitutionnel d'abroger le texte, et ce texte n'existe plus. Je vous signale en passant que la loi Taubira, qui fait un devoir d'enseigner, dans les mêmes conditions, qui fait un devoir d'enseigner l'esclavage transatlantique, toujours en place, ça. Hein. Là, les historiens n'ont pas râlé. Hein. Les historiens ont râlé quand c'était mon amendement. Quand on parle de l'esclavage, ils ne râlent pas, les historiens. Alors que chacun sait que l'esclavage n'a pas été une spécificité transatlantique, que les Arabes, les musulmans font ça depuis beaucoup plus longtemps et ont duré beaucoup plus longtemps que nous. Donc, je pense que la comparaison est assez facile à faire. Mais en attendant, si vous développez cette question, le rôle de la France, quand on parle de l'identité française, la générosité de la France par rapport à ses colonies, c'est une chose qui est facile à défendre. Et 3 exemples, très rapidement. Hein. Premier exemple, la médecine. La médecine. Est-ce qu'on peut parler de crime contre l'humanité lorsqu'il y a 4 fois ou 5 fois plus d'habitants à un endroit qui a été colonisé qu'avant sa colonisation? Ça paraît curieux quand même. Hein, il faut rappeler par exemple que le prix Nobel de médecine Lavran, qui a trouvé finalement la souche de la malaria à Constantine en Algérie, parce que c'était l'Algérie qui était touchée par la malaria, essentiellement à cette époque-là. Bon, ça on n'en parle jamais. De la même façon, il y a Alexandre Yersin, qui est un très grand médecin, qui lui a lutté contre la peste en Indochine. Et vous avez comme ça un très grand nombre de médecins français. Vous avez même des générations entières de médecins de l'école du Pharo de Marseille qui sont allés mourir à Madagascar pour soigner les petits malgaches. Bon. Et ça, on n'en parle jamais. Premier exemple. Deuxième exemple, mais l'éducation. Moi, j'ai un pied noir de ma circonscription qui est venu me voir lorsqu'il y a eu ce débat, qui m'a apporté un livre qui raconte toute l'histoire de l'éducation en Algérie. Ça a été difficile, parce qu'au début, les Français, très prudents par rapport à l'islam, hein, on n'a pas voulu convertir les gens de force. On a peut-être eu tort, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'on aurait dû essayer de convertir au moins les Kabyles, mais enfin, c'est pas grave. Eh bien, on n'a pas exercé de... Donc, au début, on a voulu faire des écoles franco-coraniques. C'est-à-dire que une partie de la journée, ils avaient un professeur de Coran, en quelque sorte, un professeur d'islam, et puis l'autre partie. Ça n'a pas marché du tout. Et c'est seulement lorsque, au bout d'un certain nombre de décennies, aux environs de 1900, on s'est dit, bon, on va faire comme partout, quoi. Et ben, ça s'est très bien passé. En 1960, en Algérie, il y a 1 million de jeunes qui sont scolarisés. Il y en a 800 000 qui sont des musulmans. Voilà. Donc qui sont effectivement, qui montrent bien que le rapport démographique est respecté et qu'en gros c'est un pays qui ressemble de plus en plus à la France. Eh bien ce monsieur m'a donné le bouquin en pleurant, quoi. C'est scandaleux ce qu'on dit de nous en ce moment. C'était un ancien instituteur. Hein. Si vous saviez le mal qu'on s'est donné avec les jeunes musulmans, et puis on les traitait vraiment comme les autres, il n'y avait aucune espèce de discrimination. Et vous voyez ce dont on nous accuse maintenant, un crime contre l'humanité, ça? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et enfin, il y a un 3e exemple que je vais vous donner. Il nous a quittés malheureusement. C'est un homme que j'appréciais beaucoup, un ancien communiste d'ailleurs, mais qui avait viré sa cutie, qui était Jacques Marseille, qui était un très très bon historien, un économiste extraordinaire, j'aimais beaucoup. Je connaissais bien, on déjeunait quelquefois ensemble, et c'est lui qui, vous savez, sa première thèse, c'était une thèse sur justement la colonisation. Et il faisait ça sous un angle plutôt communiste, c'est-à-dire plutôt comme une critique vraiment très forte de la colonisation. Et puis il s'est aperçu que c'était faux. Qu'en fait, la France avait en gros fait une très mauvaise affaire avec ses colonies. Que ça lui coûtait infiniment plus cher que ce qu'il n'en avait pas eu. Ça lui coûtait plus cher parce que d'abord, c'était en déficit. Et deuxièmement, il y a toute une analyse qui est remarquable qui montre que le retard industriel de la France a été facilité en grande partie par l'existence des colonies, parce qu'on avait une sorte de barrière qui nous protégeait contre la concurrence mondiale. Et on ne s'est pas adapté assez vite, en grande partie à cause de ça. Bon, ça, on ne le dit jamais. En fait, la France est un pays généreux. Hein, vous savez, c'est beau, c'est grand, c'est généreux. La France, c'est une formule du général de Gaulle qui est assez connue, mais c'est vrai en plus. Il faut le savoir, quoi. C'est dans notre... Je pense que c'est vraiment dans notre tempérament, sinon dans nos gènes. Alors,
Je crois que vraiment, il faut maintenant se poser la question de savoir pourquoi précisément il y a cet autrisme, cette démolition assez perverse de notre pays qui se déroule, et aussi quels en sont les effets. Je crois que l'une de celles qui a le mieux exprimé le danger de ça, c'est une personne très intéressante qui est d'origine algérienne, qui est Malika Sorel. Oui. Malika Sorel. Et qui est vraiment celle qui a le discours le plus ferme sur l'intégration. Et très justement, Malika Sorel, que dit-elle? Elle dit que vraiment nous faisons le contraire de ce qu'il faut faire. Nous avons des jeunes qui viennent en France, qui vivent beaucoup mieux en France qu'ils ne vivraient là où ils étaient auparavant, où leurs parents étaient auparavant. Ils vivent beaucoup mieux en France. Au lieu de leur dire que la France est un beau pays, qui est fier de son histoire, fier de ses valeurs, fier de sa culture, on leur dit « Ah non, non, attendez, nous avons fait des choses horribles, nous vous avons colonisé, nous avons été esclavagistes dans le passé, etc. » Tandis que vous, là, vraiment, cultivez votre différence. D'ailleurs, on va vous donner des cours d'arabe le matin, ce sera très bien. Comme ça, vous resterez en phase, vous resterez liés avec vos origines. Origines qui sont complètement perdues, d'ailleurs. Hein. Mais on passe notre temps à leur dire, surtout, soyez différents. Et en disant, cette différence est une richesse. Alors, la différence, elle est complètement inventée. Pour le coup, là, c'est une construction. Et deuxièmement, ça n'est absolument pas une richesse parce que ça freine l'intégration. Et c'est ce que souligne très bien Malika Sorel, qui pense que on ne peut réussir une intégration que si précisément on rend le pays d'accueil attirant, attractif. Et pour le rendre attirant et attractif, il faut que ce pays soit sûr de lui. Il faut que ses habitants soient fiers d'eux. Il faut qu'ils accueillent les autres en leur disant, eh bien écoutez, on vous accueille, mais attendez, pour vous c'est un honneur d'être chez nous, hein, c'est pas autre chose. Voilà, si vous n'êtes pas content, eh bien écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester. On ne tient pas à ce que vous restiez si c'est pour nuire à la cohésion de notre société. Alors, là, le danger, les menaces même qui pèsent sur la société française sont aujourd'hui, dans le fond, triples. Et c'est encore Guilhuy qui les a bien situées. Ces menaces, qui menacent l'identité française, elles viennent à la base de ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire l'éclatement communautaire, le très grand nombre d'étrangers qui vivent dans les banlieues et qui développent des cultures grâce à des tas d'associations, etc., qui ne sont pas des cultures françaises et qui même sont en hostilité par rapport à la nôtre. La communautarisation, c'est le premier danger. Le deuxième danger, à l'autre bout, c'est au contraire la mondialisation. La culture française est aussi bien menacée par l'éclatement communautaire que par le raz-de-marée anglo-saxon, qui correspond bien sûr à la mondialisation des échanges et au développement d'une culture unique, d'une culture mondiale, avec une dominante anglo-saxonne, évidemment, tout à fait considérable. On revient de loin quand même. Hein. Tout le monde sait qu'au XVIIIe siècle, toute l'Europe parlait français, que les échanges internationaux ne se faisaient qu'en français, et que dans toutes les cours respectables, que ce soit la cour de Berlin ou celle de Moscou, ou Saint-Pétersbourg, c'était le français qui dominait. Manifestement, nous ne sommes plus là. Maintenant, les ministres français se font une gloire de parler en anglais, ce qui m'a toujours choqué personnellement. J'estime que jamais un ministre en exercice ne devrait prononcer un seul mot en anglais. Il y a des traducteurs pour ça, et même s'ils parlent parfaitement bien anglais, hein, c'est un problème de forme, c'est pas du tout un problème de communication. Donc, la question se pose de savoir comment lutter contre la mondialisation, comment préserver l'identité française. Je pense que, bien sûr, le premier point, c'est la défense de notre langue. C'est tout à fait essentiel. J'y reviendrai dans un instant, parce que pour moi, la langue, c'est un des éléments essentiels de notre identité. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce que dit Guilhuy, c'est que communautarisation en bas, mondialisation en haut, les deux se réunissent dans une troisième forme de danger qu'il appelle la métropolisation. Et ça, c'est très bien vu. C'est dans les grandes métropoles. Vous avez dans le fond une alliance entre ces deux extrêmes. Vous avez les banlieues qui se rebellent, et vous avez les bobos qui s'attaquent à tous les fondements de notre société, aux fondements traditionnels de notre société. Et donc il y a une alliance objective. Vous remarquerez d'ailleurs que le vote Front National
n'existe pratiquement pas ou est très faible dans les métropoles. La résistance à ça est très faible dans les métropoles. Et qu'en revanche, elle est très forte dans ce que Guilluy appelle la France périphérique. C'est-à-dire la France où les classes moyennes, finalement, viennent se réfugier en dehors des métropoles bourgeoises et en dehors des quartiers chics, en quelque sorte, qui n'ont plus les moyens de fréquenter, et en dehors des banlieues d'où ils sont chassés par l'insécurité. Voyez. Donc il y a une sorte de fracture profonde de la France et qui, sous trois formes, mine notre identité profonde. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut rétablir en faisant en sorte que, eh bien, on retrouve notre identité. Alors qu'est-ce que cette identité? Sur quoi elle est fondée, cette identité? Est-ce qu'elle est fondée sur la race? Évidemment pas. Il n'y a pas de race française. L'idée assez saugrenue de Sarkozy récemment de faire allusion aux Gaulois est une bêtise. Les Gaulois ont disparu depuis bien longtemps. Ils ont été remplacés par des tas là pour le coup de mélange, mais qui se sont produits il y a tellement longtemps et de façon très différente. Par exemple, moi, je suis plutôt germain. Van Est, c'est un nom germanique. Je suis plutôt certainement un descendant de Franc qui a oublié de se mettre à parler latin, quoi. Voilà. Bon, je suppose qu'il y a ici des tas de gens qui viennent de régions différentes. L'idée d'une race, c'est complètement absurde. Elle est quand même défendue, cette idée de race. Elle est quand même défendue par qui? Et bien par des antiracistes. Eh oui, vous avez une association qui est absolument scandaleuse, dont je n'ai jamais compris l'existence, mais elle existe. Elle a même été reçue princièrement lorsque Mme Pécresse était ministre de l'enseignement supérieur. Son président de l'époque a été consulté comme une autorité intéressante. Moi, je dis franchement à Valérie Pécresse, sincèrement, je ne vois pas ce que ça a de rapport avec ce qu'on devrait nous penser à droite. Bon, enfin bon. Et c'est le CRAN, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est le conseil ou le comité représentatif des associations noires. Alors là, vous tombez par terre, vous dites, mais c'est pas vrai, on passe notre temps à dire que le racisme est une idiotie, que manifestement la pigmentation de la peau n'a aucune espèce d'importance, parce que même chez les noirs, soyons clairs, si j'ose dire, l'existence des peuples différents, des ethnies différentes est parfois difficile. Parler des Tutsis et des Hutus au Rwanda, mais bon, tout le monde connaît la tragédie qui s'est produite dans ce pays. Ce sont des Noirs. Bah oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout, c'est pas du tout la même ethnie. Bon, voilà. Donc, les problèmes ne sont jamais des problèmes de pigmentation, c'est ridicule. Eh bien, on a des gens en France qui arrivent à avoir des subsides, à avoir des subventions pour défendre l'idée qu'il faut protéger, défendre les Noirs. Comme s'il y avait le moindre rapport entre un Antillais français depuis des siècles et puis effectivement un Malien qui vient avec ses 6 femmes, ses 30 gosses et qui s'installe dans un bâtiment de la Seine-Saint-Denis. C'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout le même problème. Ben oui. Donc, cette association prouve à quel point notre pensée de résistance est atteinte, est affaiblie. On n'aurait jamais dû tolérer ce genre de choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans le fond, l'antidote du CRAN. Alors cet antidote, je vous le conseille, il écrit des livres qui sont assez drôles. C'est Gaston Kellman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un livre qui résume toute sa pensée. C'est Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. Et dans ce livre, il dit, vous savez, moi, je suis noir, d'accord, mais je suis cadre, je suis bourguignon, et je vis comme un cadre bourguignon. C'est-à-dire que je m'habille comme un cadre bourguignon, je parle français, et je ne parle pas une autre langue, et quand je mange, eh bien je mange bien, comme un bourguignon. Et je ne fais pas forcément le ramadan, je ne le fais même sans doute pas. Voilà, si vous voulez, c'est vraiment la bonne réaction. L'idée, j'ai beau venir d'ailleurs, j'adhère complètement à la société française, à ses valeurs, parce que c'est précisément parce que j'adhère à cette société que je suis venu. Si je n'adhérais pas à cette société, il n'y avait aucune raison que je vienne. Et ça, c'est une idée qu'il faut véritablement développer en nous. Alors, la réalité, si on passe d'une espèce d'exemple ridicule du CRAN à la réalité profonde, elle est quand même très, très angoissante, la réalité. Cette réalité, c'est bien sûr celle de l'immigration. Vous avez un auteur discutable, qui sans doute aime bien les excès, mais qui a résumé sa pensée dans le titre « Le grand remplacement ».
Hein, c'est Renaud Camus. Bon. Mais l'ennui, c'est que les chiffres lui donnent raison, quoi. Quand vous regardez les chiffres, c'est tout à fait affolant. Tout à fait affolant. Et ces chiffres, ils sont cachés. Ils sont cachés. En général, on vous les donne pas. Vous avez un auteur, d'ailleurs, c'est Michel Tribala, qui a écrit un ouvrage dont le titre résume bien ce qu'elle veut dire, c'est « Les yeux grands fermés ». C'est-à-dire, tout ce qu'on vous raconte sur l'immigration, c'est faux. On ne vous dit pas à quel point c'est en train de se faire, à quel point, effectivement, c'est en train de changer. Et ça ne change pas partout de la même façon. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des îlots complets où ça a déjà changé. Par exemple, l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a 45% des naissances qui sont des naissances provenant de familles immigrées ou originaires de l'immigration, à la deuxième génération. Ce qui veut dire pas forcément tout à fait intégré, pas tout à fait, en tout cas pas du tout assimilé. Et quand vous arrivez bien sûr en Seine-Saint-Denis, alors là, les chiffres sont encore plus ébouriffants. C'est un département qui pratiquement n'est plus du tout dans la norme française. Jean-Paul Gourevitch disait que le taux d'accroissement de la population extra-européenne et d'origine extra-européenne est 3 à 4 fois plus important que le taux d'augmentation de la population purement européenne. Donc le grand remplacement est en train de se faire. Vous avez un autre auteur qui avait donné une vision presque, comment dirais-je, mythique de cette réalité, c'est Jean Raspail. Vous avez peut-être lu l'ouvrage de Jean Raspail, Le Camp des Saints. C'est affolant ce livre. Alors, quand on le lit, c'est un livre qui a déjà des dizaines d'années maintenant, une trentaine d'années je crois. Hein. Oui, c'est vieux, hein, c'est un livre très vieux. Et donc, quand on le voit au début, on considérait ça comme une plaisanterie. Quoi. Oui, oh, il exagère. Maintenant, quand on voit les boat people qui traversent la Méditerranée, on se dit quand même que Jean Raspail, il avait peut-être simplement anticipé les choses et que manifestement, lorsque vous voulez défendre l'identité nationale, l'identité française, la culture française, et que vous vous retrouvez dans une classe, le professeur se retrouve dans une classe où il y a une majorité de gens qui n'ont pas du tout cette culture et qui même la rejettent. Imaginez par exemple, j'imagine ça, je ne sais pas si vous l'avez, ça devait être assez tôt, peut-être en 5e, chose comme ça, on apprenait le CID. Interdit maintenant. Hein, et sous moi donc, cette troupe s'avance, etc. Hein. Bon, dans cette affaire, vous avez eu une hécatombe de morts. Essayez donc d'aller apprendre le CID en Seine-Saint-Denis maintenant. Sacré problème. Sacré problème, parce qu'il y en a qui vont se sentir visés, quoi. Non, alors que théoriquement, si nous étions capables d'assimiler, si nous avions cette force en nous qui nous amène à dire nous sommes comme ça, c'est à prendre ou à laisser, eh bien nous n'aurions pas cette espèce de recul pour voir le fait que la France est la France, et qu'encore une fois, c'est vrai que les croisades, en l'occurrence là c'était pas les croisades et c'était pas des Français, ça se passait en Espagne, mais les croisades qui étaient menées en grande partie par des Francs, eh bien ça fait partie de notre histoire. Il n'y a aucune raison qu'on en ait honte. Absolument aucune raison qu'on en ait honte. Ça a eu un rôle tout à fait positif, là aussi, dans l'histoire. Ça a créé des échanges, ça a créé une certaine richesse, etc. Et ça a permis, entre nous soit dit, de libérer le tombeau du Christ, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, parce que si les croisades se sont faites, vous le savez bien, c'est parce que, non pas les Arabes, mais les Turcs, en l'occurrence, et Seldjoukid, avaient mis fin, précisément, à la possibilité d'aller se recueillir sur le tombeau du Christ. Donc, encore une fois, il faut défendre notre bien commun, notre histoire, notre héritage culturel, et simplement nous poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il y a une essence de l'identité française? Comme on est en train de se défendre comme ça, attaqué de partout, je me dis je peux plus parler du CID, je peux plus trop valoriser l'histoire des colonies, je peux pas parler des croisades. Je suis en train de reculer là, qu'est-ce que je dois défendre pour me dire ça vraiment c'est le dernier bastion de l'identité française? Alors, on peut se poser des questions en se disant qu'est-ce qu'il y a? Alors, De Gaulle lui ne se posait pas de questions. Vous connaissez sa fameuse formule, nous sommes un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Voilà. Le pauvre De Gaulle,
savez, quelqu'un a dit récemment que on n'imagine pas De Gaulle mis en examen. Eh bien, je pense que De Gaulle serait mis en examen aujourd'hui. Attendez, une phrase pareille aujourd'hui, ça vous conduit direct devant les tribunaux pour, la loi le dit, pour appel à la haine et à la discrimination. Alors la haine, c'est pas évident, mais la discrimination, ça en plein dessus là. Alors là, comment ça, vous êtes un peuple blanc? Et alors, les Antillais, ils sont noirs. Vous êtes un peuple blanc, c'est pas vrai ça. Chrétiens, et alors, et tous les musulmans qui sont chez vous, c'est honteux ce que vous dites. Voilà, personne n'oserait plus dire une chose pareille. Alors il faut se dire qu'est-ce qui reste, puisqu'on le sait, nous dessinons notre identité avec une gomme, qu'est-ce qui reste de la phrase de De Gaulle? Est-ce que tout a été gommé? Alors on peut se poser la question. Il y a d'abord la race. Bon, la race, c'est vrai, on peut guère défendre ça. La preuve d'ailleurs, c'est que, je parlais des Noirs, vous avez eu un certain nombre de personnalités noires en France qui sont quand même assez emblématiques. Un peu moins maintenant d'ailleurs, curieusement. Mais bon, d'abord vous avez Alexandre Dumas. Alexandre Dumas était quand même moitié noir. Ensuite, vous avez eu ça, pour le gaulliste que je suis, ça compte beaucoup. Le premier haut fonctionnaire qui se rattache au général de Gaulle, c'est Félix Éboué, gouverneur du Tchad, et qui devient d'ailleurs le gouverneur général de l'AEF, si je ne m'abuse, la première région de nos colonies qui se rattache à la France libre. Vous avez vu Gaston Monnerville, adversaire du général de Gaulle, au contraire. Mais bon, c'était des gens qui, je veux dire, faisaient pleinement partie de la société française. Sans aucun problème, sans que jamais on leur ait montré la moindre... Et ça, bien avant que les Américains commencent à faire la même chose, hein, dites. De ce point de vue-là, on a été beaucoup moins raciste qu'eux. Hein. Ça me paraît évident. Donc, la race... Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre à part la race? La religion. Alors, la religion, oui. La religion a compté beaucoup. C'est interdit de le dire maintenant parce qu'il y a la laïcité. Alors là, si vous dites que la religion catholique a été très importante en France, vous allez avoir des gros ennuis. Mais néanmoins, c'est vrai. Qu'est-ce que la France? La France, c'est d'abord le baptême de Clovis. Il n'y a pas de France avant. La Gaule, c'est pas la France. La Gaule, c'est une vaste région avec des peuples qui d'ailleurs ne sont pas du tout unis, qui sont conquis par les Romains, mais il n'y a pas beaucoup de rapport avec nous. D'ailleurs, il n'y a pas le rapport de la langue, notamment. Tandis que lorsque le franc, qui parlait sans doute une langue germanique, s'est mis à parler latin parce que le seul moyen de contrôler le pays, c'était de s'entendre avec l'Église, c'est pas un hasard. Lorsqu'il s'est fait baptiser, c'est pas non plus un hasard. Lorsqu'enfin il s'est allié avec le pape pour combattre les Ariens, parce que dans le fond, les Francs, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le glaive du pape, le glaive de l'orthodoxie catholique contre les hérétiques ariens, notamment les Visigoths. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le mariage entre l'Église catholique et la France, c'est pas du tout une anecdote, c'est quelque chose d'extrêmement profond, et qui a eu des traces pendant extrêmement longtemps, jusque l'époque où Napoléon III a envoyé des troupes pour protéger la papauté contre l'Italie, ce qui était une stupidité, parce que ça nous a fâché avec les Italiens, ce qui fait qu'on a été tout seul devant les Allemands ensuite, bon bref. Et puis, ça aussi, ça c'était plus intelligent, son intervention au Liban, lorsque les troupes de Napoléon III interviennent au Liban pour protéger les Maronites. Les Maronites libanais, les catholiques, puisque les Maronites sont catholiques, catholiques d'Orient, ce sont des frères pour nous. Ils sont extrêmement proches de nous. Ce sont des gens, enfin, quand vous allez au Liban, ce sont des Français, quoi. Moi, je me souviens d'une visite dans un village maronite au Liban, où j'étais accueilli par les scouts avec la croix, etc. Bon, une fanfare comme on en trouve chez nous, pareil. C'est pas la peine de faire, je sais pas, 2 ou 3 000 kilomètres pour... J'étais chez moi. Tout simplement parce qu'il y a une profonde communauté de pensée qui est fondée sur la religion avant tout. Ce sont des chrétiens avant tout. Donc, dire que la religion catholique n'a pas compté dans l'histoire de France, c'est une aberration. Elle a été essentielle. Alors maintenant, c'est vrai qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Et vous avez un auteur qui est un peu oublié malheureusement, qui écrivait fort bien, et qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est Maurice Barrès. Maurice Barrès qui est connu comme grand écrivain patriote et même carrément nationaliste, qui avait été un anti-Dreyfusard, et qui a écrit vraiment, c'est pas un très gros texte, mais c'est un magnifique texte, qui a été écrit pendant la guerre, bien sûr, et qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France ».
les diverses familles spirituelles de la France, où il montre justement que la France ne peut pas être limitée à une religion, parce qu'effectivement, elle est un creuset d'un certain nombre de communautés religieuses différentes. Et il cite bien sûr les protestants, alors il s'attache à montrer la différence entre les comportements catholiques et les comportements protestants, y compris d'ailleurs dans l'héroïsme, hein, puisqu'il cite des tas de héros en fait de la guerre 14. Et puis il cite ensuite, ce qui pour lui est évidemment assez magnifique, il cite les Israélites, les Juifs. Il donne des exemples fabuleux d'héros juifs, de héros juifs qui sont battus pour la France. Moi, j'ai un magnifique exemple, d'ailleurs, je vous le conseille. Si jamais vous avez 5 minutes, vous allez jusqu'au parc Monceau et vous visitez le musée Nissim de Camondo. Vous avez déjà visité ce musée, non? Il faut le voir une fois. Ce musée, d'abord, est magnifique, mais on ne peut pas trouver de meilleure illustration de la capacité d'assimiler des étrangers en leur montrant l'excellence française. Les Camondos sont une grande famille juive d'origine espagnole espagnole. Bon, je crois. Bon. Qui a vécu essentiellement dans l'Empire ottoman. C'était les grands banquiers de l'Empire ottoman, en fait. Et aux environs des années 1870, ils sont venus s'installer en France. Ils ont agi en France d'une façon spectaculaire. Hein. Les deux frères, Moïse et Isaac, par exemple, si vous allez au Théâtre des Champs-Élysées, c'est Isaac qui est à l'origine. Et Moïse, lui, il avait une passion. C'est là que c'est intéressant. Il a une passion pour quoi? Il avait une passion pour le XVIIIe siècle, qui pour lui était la quintessence de l'esprit français. C'est la finesse, la légèreté, la raison aussi, etc. Et plus précisément encore, il n'aimait pas trop le Louis XV qui était un peu trop lourd, un peu trop fastueux. Il aimait la période Louis XVI, gros Louis XVI Marie-Antoinette. Donc tous les meubles, tous les bibelots, tous les tableaux qui sont dans le musée Nissim de Camondo, ce sont des restes, mais magnifiques, hein, ce sont des meubles bien sûr qui sont signés, etc., de cette époque-là. Autrement dit, voilà quelqu'un qui est à peine de la deuxième génération venue en France, qui n'a pas du tout la religion, il est juif pratiquant, qui n'a pas du tout la religion majoritaire en France, et qui a une fascination pour la culture française. Et qui a une fascination telle qu'il consacre une grande partie de sa fortune, et qu'il l'installe dans son pavillon, qui est d'ailleurs, dans son hôtel particulier plutôt, qui est d'ailleurs une copie du Trianon, hein, du Trianon de Versailles. Mais qu'arrive-t-il il y a un siècle exactement, en 1917, qu'arrive-t-il? Nissim de Camondo, le fils de Moïse, qui est aviateur, en pleine guerre, se fait tuer. Il se fait tuer, il meurt. Il meurt pour la France. Il n'était pas obligé, hein. Il n'était pas obligé. Son père était toujours italien à l'époque, hein. Il n'était pas obligé de faire la guerre, il l'a faite. Et il est mort. Eh bien, que fait son père? Il offre ce qui est devenu le musée, c'est-à-dire l'hôtel particulier et toutes les collections, à la France, à une condition. C'est que ce musée devienne le musée avec le nom de son fils, Nissim de Camondo. Magnifique. Ce qui est moins magnifique aussi, malheureusement, c'est que sa sœur, qui survit à son frère, bien sûr, et son mari sont envoyés à Auschwitz pendant la guerre et sont gazés. Hein. Ça, c'est beaucoup moins beau. Et c'est pas terrible que l'État français de l'époque n'ait rien fait pour défendre des gens qui avaient une admiration profonde pour notre pays. Mais laissons cet aspect-là. Ce qui est important, c'est de voir combien, lorsque des gens perçoivent ce qu'on cherchait, c'est-à-dire l'essence de l'esprit français, vous savez, cette perfection, ce souci du détail, cette rigueur, qu'il avait trouvé dans le style Louis XVI, eh bien, ces gens-là sont les amoureux de la France, quoi. Clairement. Alors, c'est vrai, la religion, ça n'est pas tout, la preuve. Qu'est-ce qui reste? Il reste donc la culture. Je crois qu'effectivement, s'il y avait quelque chose de tout à fait essentiel pour l'identité française, c'est plutôt la culture. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans la culture? C'est pas forcément les meubles Louis XVI. Je pense que c'est surtout la langue, en fait.
surtout la langue. Ce qui fait, c'est Brodel qui le dit d'ailleurs, hein, qu'est-ce que c'est que la France? Bah, c'est la langue française, quoi. Hein, c'est la langue française, c'est notre esprit, et c'est un esprit qu'il faut défendre avec vigueur, parce qu'effectivement, les langues ne parlent pas de la même manière, mais elles ne pensent pas de la même manière. Lorsque vous parlez une langue, vous pensez d'une certaine manière. Il y a un rapport entre la langue et la pensée. Vous avez un ouvrage assez intéressant qui a été écrit par, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Agege. Agege, hein, un ouvrage remarquable où il analyse justement ces différences entre les langues, notamment entre l'anglais et le français, mais sur la base de la liberté de penser. C'est-à-dire qu'il pense effectivement que le fait de conduire à une langue unique, au globish comme on dit maintenant, hein, cette espèce de langue d'anglais appauvri qui serait la langue universelle, c'est une manière au contraire de limiter la pensée humaine, d'affaiblir les cultures et d'affaiblir même la pensée. Et c'est pour ça qu'il croit que la défense du français, c'est pas seulement une défense nombriliste d'une langue qui, dans le fond, se rebelle, point final. Non, c'est la défense d'une langue qui est précise, dans laquelle il y a beaucoup moins d'ambiguïté que dans l'anglais, et qui permet donc une pensée beaucoup plus ciselée que ne peut le faire le sabir atlantique, comme disait Etiamble il y a un certain temps. Voyez, donc la langue, ça pourrait effectivement être cette essence de l'identité française, avec quand même cette remarque, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas français et qui parlent le français. Donc, c'est vrai. Prenez un exemple d'un pays qui n'est pas du tout comme le nôtre, c'est la Suisse. La Suisse n'a pas du tout la même existence que la nôtre, puisque la Suisse, par définition, a plusieurs religions qui se contrebalancent. Il y a des catholiques, il y a des protestants, et 4 langues. Alors 4 langues, les uns parlent allemand, la majorité parle allemand. Il y en a qui parlent français, un peu moins, beaucoup moins qui parlent italien, et vous avez enfin ces cantons de l'Est qui parlent le romanche. Hein. Bon. Donc, l'idée que la France, finalement, s'identifierait seulement à sa langue, non, la langue a vraiment un rôle très important, mais on ne peut pas dire que ce soit ça. Alors, qu'est-ce qui resterait si vraiment on voulait dire la France, c'est ça? Je crois qu'il n'y a qu'une manière de pouvoir la définir, et en fait c'est l'histoire. Ce qui fait un pays, c'est même pas la culture, c'est son histoire en fait. C'est son histoire. À condition bien sûr que les citoyens de ce pays, que les nationaux, aient conscience de participer à cette histoire, aient conscience d'être à la fois les héritiers et les acteurs de cette histoire. Bon, vous avez bien eu à qui j'allais maintenant faire allusion, la meilleure définition de l'identité de la France, c'est celle qu'a donnée Renan. Celle qu'a donnée Renan. C'est Renan, Ernest Renan, qui, comme vous le savez, était plutôt un positiviste, un rationaliste, qui a une vision du Christ qui est un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, il a écrit 2 ouvrages tout à fait intéressants sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. Le premier ouvrage, c'est bien sûr « Qu'est-ce qu'une nation ?» Alors, fameuse définition de « Qu'est-ce qu'une nation ?» Une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est un plébiscite de tous les jours. Souvent on répète ça affaiblit beaucoup sa pensée. Parce qu'un plébiscite de tous les jours, ça pourrait revenir un petit peu au vivre ensemble. Hein. Bah oui, on veut vivre ensemble, on est d'accord pour continuer ensemble. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour Renan, il y a 2 aspects qui montrent que dans le fond, on cherchait tout à l'heure quelle était l'essence de l'identité française. Et vous savez, en imitant un peu Sartre, on pourrait dire, dans le fond, la France n'a pas d'essence, elle a une existence. Autrement dit, une existence dans le langage existentialiste, c'est quoi? C'est avoir un passé qu'on traîne, une déréliction. On est tombé à un certain endroit à un certain moment, puis on hérite de quelque chose. Mais c'est aussi éclairer ce passé par un projet. On s'appuie sur son passé, on se projette dans l'avenir. Hein. Bon, c'est ce que Sartre avait piqué à Heidegger. Et ça conviendra assez bien à la conception que Renan se fait de l'histoire de la France. À savoir, d'abord, l'accueil d'un héritage indivis, comme il dit. Nous sommes tous les héritiers de notre pays. Mais attention, cet héritage, nous n'avons pas le droit de le gaspiller. Nous devons l'entretenir et le faire valoir, et le développer même. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi que, en plus de cet héritage, il y ait la volonté de poursuivre la vie en commun, de continuer à être les mêmes acteurs de la même histoire. Et ce qu'a développé là Renan
il l'avait développé aussi dans un autre ouvrage qu'il avait écrit quelques années auparavant. C'était La réforme intellectuelle et morale de la France, ouvrage remarquable. Il est antérieur, pourquoi? Parce que vous comprenez bien que tout ce qu'a dit Renan sur ces questions-là est dû en fait à un événement historique, qui pour la France est extrêmement important. Cet événement historique, c'est la guerre de 1870. On l'a oublié maintenant, on en parle très rarement, on parle très, très rarement de la guerre de 70. La guerre de 70 a brisé l'histoire de France en deux. Jusqu'à la guerre de 70, les Français avaient, malgré les défaites napoléoniennes, mais avec tellement de brio, avec tellement de conquêtes auparavant, qu'ils considéraient que c'était un malheureux accident, la guerre de 70, c'est pas un accident du tout. Si vous lisez le terrible roman, l'abominable roman de Zola, qui s'appelle La débâcle, vous comprenez à quel point les gens ont dû ressentir ça. Les armées napoléoniennes, parce que c'était Napoléon III, les armées napoléoniennes, qui avaient été battre les Russes en Crimée, qui avaient été battre les Autrichiens en Italie, qui avaient été un petit peu moins bonnes déjà au Mexique. Mais enfin bref, elles étaient revenues sans trop de problèmes, quoi. Hein. C'est pas elles qui avaient été battues, c'était le Maximilien. Et elles se font mais écrabouiller de façon en plus pitoyable. Vous avez l'empereur qui se retrouve bêtement acculé à Sedan, avec donc une des deux grandes armées, et en plus avec toute une série d'erreurs stratégiques, mais c'est absurde, quoi. Il se trouve acculé et obligé de se rendre, quoi. Parce qu'un peu dans l'incapacité de se défendre. Et l'autre, Bazaine, dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, Bazaine, lui, il est à Metz, il ne bouge pas. Et puis au bout d'un certain nombre de mois, je pense que ça doit être 3 ou 4 mois, ben, il finit par se rendre aussi avec toute son armée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le déchirement que ça a dû être pour les Français à cette époque-là. Ils avaient Napoléon Ier dans la tête, c'est-à-dire la gloire immortelle de nos armées, et brusquement ils se retrouvent avec l'armée, mais vraiment humiliée, anéantie, le pays envahi, et en plus la chienlit qui s'installe partout avec la commune et tout ça. Enfin vraiment, pour les Français, c'est un désastre, mais dont ils ne se sont jamais véritablement remis. L'esprit de la guerre 14, tous les auteurs qui écrivent à cette époque-là, que ce soit Barrès, je vous parlais de Barrès tout à l'heure, que ce soit Renan, que ce soit aussi Charles Péguy, le Notre Patrie de Charles Péguy par exemple, Notre Patrie. Mais c'est aussi une réponse mais désespérée à 70. On ne peut pas rester là-dessus, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on accepte cette humiliation définitive. Et c'est ce qui explique vraiment la mobilisation, l'acharnement de la guerre 14. Je crois, moi, qu'on ne peut véritablement prendre conscience de l'identité, de la nécessité d'une identité nationale et de la valeur de l'identité française que lorsqu'elle est menacée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était menacée. On s'en rend peut-être moins compte que les Français de 1870, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce qu'il faudra avoir la même réaction que tous ces auteurs dont je viens de vous parler. Notre identité est menacée aujourd'hui. Et il faut réagir contre cette menace, en rappelant précisément que nous nous battons pour quelque chose de fort, de grand, de riche, et que nous n'avons pas le droit d'abandonner effectivement cet héritage. Je crois qu'il y a des moments dans l'histoire comme ça où la crise, c'est ce qu'on appelle une crise, oui, la crise est tellement forte qu'elle produit la réaction nécessaire. D'ailleurs, les Allemands avaient connu la même chose. Puisque Fichte, les discours à la nation allemande de Fichte, c'est comme par hasard, en 1806, lorsque Napoléon écrase l'armée prussienne. La réaction, mais l'ennui, c'est que ça a créé le militarisme prussien, quoi. Dieu merci, les Français n'ont pas réagi avec cette forme extrême. Mais ils ont réagi. Et malheureusement, ils ont remis ça en 40. Et vous avez vraiment une ressemblance étonnante entre le Renan après 1870 et le Marc Bloch de 1940. Marc Bloch, vous savez, c'est un très grand historien qui était socialiste, qui était juif d'ailleurs, athée, et qui s'était passionné pour, dans le fond, les formes un peu sociologiques, un peu déjà du Brodel, hein, les formes un peu sociologiques de l'histoire. Et s'était intéressé à un élément de notre histoire qu'on n'évoque plus guère, les rois thaumaturges. C'est-à-dire le fait que le roi de France, n'était pas seulement un monarque, c'était un personnage qui était effectivement investi par Dieu. Et ce n'était pas une plaisanterie, il était oint du Seigneur. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait de la cathédrale de Reims, il avait un pouvoir thaumaturgique.
Hein, les gens qui étaient atteints des écrouelles allaient auprès de lui pour se faire attoucher et éventuellement pour attendre du Seigneur la grâce d'être guéri. Vous voyez, il montre ça, il montre donc cet aspect profond de la religion dans notre pays. Cet historien qui effectivement était complètement athée. Hein. Et il a la même réaction à propos de la guerre 40. Il ne comprend pas le désastre. Il ne s'en remet pas d'ailleurs. Hein. Il ne s'en remet pas. Il fera la résistance, il sera fusillé. Hein. Mais là, il écrit ce bouquin aussi tout à fait intéressant pour le sujet qui nous préoccupe, qui s'appelle L'étrange défaite. L'étrange défaite. Et dans cette étrange défaite, il y a, pour moi, la chose la plus intéressante, c'est lorsqu'il définit finalement ce que c'est qu'un Français. Et il donne une illustration qui est tout à fait étonnante et qui est en rapport avec les études qu'il a menées. Il dit, bien, un Français, c'est quelqu'un qui doit vibrer en se remémorant le sacre de Reims. Étonnant, un socialiste, républicain, etc., qui dit, attendez, quand vous lisez les textes sur le sacre de Reims, les rois thaumaturges, justement, là, vous devez vibrer, quoi, vous devez sentir ça de l'intérieur, quoi. Et, même chose, vous devez aussi sentir, c'est très important, la même émotion pour la fête de la Fédération. Alors, la fête de la Fédération, vous savez, c'est ce qu'on fête tous les ans, hein, le 14 juillet, hein, parce que certains pensent un peu naïvement que c'est la Bastille. Non, pas la Bastille. C'est un an plus tard, et c'est tout à fait différent. Un an plus tard, le roi est présent. Il y a des milliers de gardes nationaux autour de lui. Il y a des tas de représentants. Il y a bien sûr tous les députés, etc., qui sont là. Il y a un évêque très célèbre qui dit la messe, c'est Talleyrand. Bon, et tout le monde célèbre dans le fond la réconciliation nationale sur la base d'une monarchie constitutionnelle. Il faut se dire entre nous que si on avait pu continuer sur cette base-là, on se porterait peut-être mieux. Hein. Enfin bon, je ferme la parenthèse très rapidement. Pour Marc Bloch, ce qui constitue l'adhésion à la nation, notre identité nationale, notre identité française, c'est pas un papier, c'est pas un raisonnement, c'est pas une abstraction, comme disait tout à l'heure le frère Thierry. Pas du tout. C'est un sentiment. C'est un sentiment. L'appartenance nationale est affective. Et si on ne laisse pas se développer cette affectivité, alors on détruit petit à petit la nation. C'est ce qui est exactement en train de se produire avec ce qu'on appelle les Français de papier. C'est-à-dire des gens qui ont une carte d'identité, qui ont une carte d'identité, mais peut-être deux ou trois. Hein. Je sais qu'il y a une sénatrice qui, par exemple, doit être, si je me souviens bien, française, israélienne et turque, ce qui me paraît beaucoup quand même, surtout quand on lui demande de défendre les intérêts essentiels de la France. Enfin bon, moi je trouve ça inacceptable. Hein. Déjà, la double nationalité, je suis plutôt contre, mais j'estime la double nationalité dans le cas où c'est une nationalité d'honneur, par exemple. Quelqu'un qui a rendu un service au pays, ça, je trouverais ça assez bien. Cela dit, donner un pouvoir, que ce soit un pouvoir législatif, un député, un sénateur, ou un pouvoir exécutif, un ministre, à quelqu'un qui n'est pas complètement national, ça, moi, je ne comprends pas. Hein. C'est une chose qui m'échappe complètement, parce que quelle est sa fidélité? De quel côté elle penche, sa fidélité? Pour servir un pays, je veux dire, on ne peut pas avoir comme on dit, on ne peut pas avoir deux mères. Hein. Deux pères, maintenant, c'est possible, mais deux mères, c'est toujours impossible. Alors, donc, je crois que ce sentiment d'appartenance, d'adhésion, est essentiel, et vous en avez une très belle illustration dans un ouvrage qui montre à la fois l'importance de la langue et l'importance du sentiment. C'est un ouvrage de quelqu'un qui a fait parler de lui récemment, puisqu'il est rentré à l'Académie française. C'est Andrei Makin. Ah, il a écrit un merveilleux bouquin qui s'appelle, un roman extraordinaire qui s'appelle Le Testament français. Ah, il est beau. Attendez, ce gosse russe, qui a une grand-mère et une mère donc qui parlent français, mais une grand-mère qui est française, qui est complètement française. Et donc qui passe ses vacances dans la datcha plutôt de sa grand-mère, et qui baigne alors là, dans un monde un peu irréel, où on parle français, et où on voit la France comme une espèce de monde merveilleux, lointain, un peu étrange, et qui le séduit, mais extraordinairement, qui le séduira même tellement que, bon, il est maintenant tellement installé en France qu'il est même académicien français, si vous voulez, parce que c'était lui, le gosse en question, même si c'était pas vraiment sa grand-mère. Et alors, il raconte
ce moment où sa grand-mère, vous savez, une grande valise, la valise sibérienne, où il y avait des tas de journaux. Et donc, elle leur lisait les journaux avec des photos, les textes, elle expliquait ce que c'était. Et c'était donc des journaux qui se rapportaient à une actualité française, évidemment, un peu vieillotte. Et par exemple, il y avait la photo et l'article consacré à l'inauguration du pont Alexandre III par Nicolas II. Et dont on est en train de parler d'une tsarine russe à Paris, et qui alors est complètement sous le charme, est merveilleux, et il dit, ma sœur et moi, brusquement nous avons pris conscience que la clé de notre Atlantide, il appelle la France notre Atlantide parce que c'est ce monde merveilleux, quoi, la clé de notre Atlantide, c'était la langue française, quoi. C'était la langue française. Pas seulement parce que c'est la langue, mais aussi parce que ça leur fait rentrer dans un autre monde, dans un monde merveilleux, rempli d'étrangetés. Alors ici, des étrangetés, il dit, bon, d'abord, j'avais l'impression que c'était un peuple de râleurs professionnels. C'est pas faux, hein. C'est loin d'être faux. Mais comme il y avait pas mal d'articles sur les manifestations, les grèves, etc., râleurs professionnels. Mais en même temps, ces anarchistes avaient conçu un développement des boissons extrêmement cohérent et extrêmement riche. Et il explique que pratiquement, quand ils allaient au café, même en Russie, tous les noms des alcools, et tout ça, c'était des noms français, champagne, etc. Bon, et donc il a toujours vécu avec cette idée que ces barbares étaient cependant des gens extraordinairement civilisés, mais de façon très différente des Russes. Et alors là, le sommet, identité française ô combien, c'est des gens qui pensent que se nourrir, ça peut être une liturgie, un art. Ça dépasse tout, quoi. Bon, merveilleuse découverte de l'autre, mais de l'autre qui est tellement séduisant qu'on a envie de devenir comme lui, quoi. C'est exactement ce que raconte Makin, et je pense que c'est une bonne illustration de ce qui nous réunissait ce soir. Il termine, Makin, en disant... Le français, chez moi, ça a été une greffe. Mais une greffe qui a donné des fruits merveilleux, quoi. Alors, je pense qu'il va me falloir conclure un peu maintenant, hein. Pour conclure, donc, je crois qu'on a bien vu quelle était notre identité. C'est une identité historique qui a conduit jusqu'à nous une langue, une culture, une religion, pas une race, certainement pas. Aujourd'hui, cette identité française est menacée. Elle est menacée de façon tellement forte qu'il est absolument nécessaire de la défendre. Je pense donc qu'il faut prendre des mesures très précises pour la défendre. Moi, j'en verrai assez bien 3. La première, c'est d'abord de prendre conscience qu'il faut limiter l'immigration. C'est très clair. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un niveau d'immigration semblable à celui qui existe aujourd'hui. Tous les auteurs, je vous parlais de Gorevitch tout à l'heure, etc., vous montrent que il y a à peu près 100 000 immigrés clandestins qui arrivent tous les ans. Il y en a 200 000 réguliers qui arrivent tous les ans, plus ensuite ce qu'il peut y avoir d'immigrés qui proviennent du droit d'asile. Donc tout ceci fait un volant qui se situe aux alentours de 300 000 tous les ans. C'est évidemment beaucoup trop, d'autant plus que les immigrés sont de plus en plus des immigrés éloignés culturellement. Je ne vous en ai pas encore parlé, vous avez également un ouvrage très intéressant sur ce sujet. Ça s'appelle « Le déni des cultures » de Hugues Lagrange, qui montre que le problème, c'est quantitatif d'un côté, mais c'est aussi qualitatif. Que par exemple, aujourd'hui, les gens qui posent le plus de problèmes dans les banlieues, c'est moins les Maghrébins et plus les subsahariens. Et notamment les Maliens, les Nigériens, etc., parce qu'ils correspondent à un type de société qui est vraiment très éloigné du nôtre, notamment polygamie, des familles beaucoup trop nombreuses, des pères absents, etc. Enfin bref, une situation de délitement social, si vous voulez, qui est extrêmement dangereuse et dont on n'a pas du tout pris conscience. D'où le rapport évident entre cette forme d'immigration et la délinquance, il faut dire ce qui est. Hein. C'est pas du tout un mythe, c'est pas une invention, c'est pas un fantasme, c'est une réalité profonde. Et donc ça, il faut y mettre un terme. Il faut faire en sorte, quand j'étais parlementaire de Sarkozy, on avait prétendu le faire, on ne l'a jamais fait. Il fallait limiter bien sûr
le regroupement familial. Parce que le regroupement familial en France métropolitaine, c'est déjà quelque chose. Mais il y a pire. C'est la Guyane et c'est Mayotte. Hein, où là, on traverse on passe d'une île à une autre, on fait l'enfant en France, à Mayotte, et donc l'enfant est français. Hein. Et donc, comme l'enfant est français, les parents peuvent rester aussi. Hein. C'est une machine à faire des Français. Quoi. Il y a des Français qui ne sont pas plus français que ça, quoi, qui sont vraiment pour le coup des Français de papier. Il faut évidemment mettre fin à ces situations aberrantes et limiter l'immigration au travail, à des quotas de travail. Ça me paraît évident. Ça paraît un petit peu dur ce que je dis là, hein, notamment pour un chrétien, dans la mesure où on dit le respect de la famille, etc. etc. Je ne pense pas que lorsque l'on prétend défendre une idée abstraite, le respect de la famille, et qu'en fait on produit des situations familiales qui sont désastreuses, on soit véritablement chrétien, on est simplement hypocrite. C'est tout à fait différent. Alors la deuxième chose qu'il faut faire aussi, ça me paraît essentiel, c'est bien sûr de changer radicalement l'enseignement, et notamment l'enseignement de l'histoire. Moi, je suis partisan d'un retour au roman national. L'histoire, qu'est-ce que vous voulez? Mon amendement s'était un peu fondé là-dessus. Je disais, attendez, la recherche, ok. Que Braudel fasse des tas de recherches très profondes sur ce qui se passait au haut Moyen-Âge, ou même encore auparavant, il y a 20 000 ans, c'est parfait, c'est très bien. Mais sincèrement, ça ne sert absolument pas à intégrer un gosse qui vient d'ailleurs. Hein. Il s'ennuiera complètement en écoutant des choses de cette façon. Non, ce qu'il faut au contraire, c'est lui apprendre à aimer le pays. Or, on ne peut lui aimer le pays qu'en racontant effectivement une histoire un peu légendaire. Pas fausse, mais un peu enjolivée. Celle que nous avons apprise. Celle que nous avons apprise avec nos héros, avec nos Du Guesclin, avec nos Jeanne d'Arc, avec notre chevalier Bayard, etc. Ce sont ces gens-là qui nous ont fait penser que la France était un grand et un beau pays. Le fait de savoir s'il y a eu un empire malien il y a 500 ans n'a eu guère d'influence sur notre forme de pensée. C'est très intéressant si vous êtes universitaire. Ça n'a aucun intérêt pour un enfant, même malien, et je dirais surtout malien. Parce que ça va lui créer une distance qui n'est pas du tout bonne pour sa future intégration, voire son assimilation. Donc je pense que ça, c'est également tout à fait essentiel. Je voudrais simplement conclure là-dessus en vous disant que la France, pour moi, c'est dans le fond un fleuve. C'est un fleuve, la France. Ce qui permet à la fois de comprendre son unité, ses diversités. Un fleuve, c'est un cours d'eau. Un fleuve, ça traverse quelquefois des difficultés, des rapides, des cascades. Quelquefois, c'est trop mou, c'est dans les méandres. Tout ça, c'est notre histoire. Et un fleuve, ça reçoit des affluents. Je pense qu'il est absolument indispensable que lorsqu'il y a un affluent, cet affluent ne modifie pas le cours du fleuve. Et là, je vais être susceptible de passer devant un tribunal et n'en change pas la couleur. Hein? La teinte. Je pense que le fleuve doit rester lui-même de telle façon qu'il puisse garder son unité, garder son identité, garder sa richesse, parce que s'il ne gardait pas cette richesse, précisément, eh bien, il ne pourrait plus l'offrir aux autres. Et dans le fond, la perte de l'identité française, ce serait non seulement une grande perte pour la France, mais ce serait aussi une grande perte pour le monde et pour la diversité du monde. Hein, voilà. La France doit demeurer ce que le général de Gaulle voyait en elle, c'est-à-dire ce vieux pays, cette vieille France, accablée d'histoire, disait-il. Hein, accablée d'histoire. Meurtrie de guerre et de révolution, allant sans cesse de la grandeur au déclin, mais relevé de siècle en siècle par le génie du renouveau. Ça, c'est typiquement gaulliste. Vous avez le côté pessimiste et puis brusquement à la fin, hop, on se relève. C'est ce que je souhaite, c'est qu'effectivement la France se relève sur la base de son identité. Voilà, merci.